Lina Bobardi, évidemment, il y avait peu de femmes architectes à cette époque-là. Ensuite, c'est une très, très, très grande architecte qui n'a pas forcément la reconnaissance qu'elle mérite, on va dire, mais qui est quand même très connue. Dans ce texte que vous avez lu, ce qui est intéressant, c'est ce parallèle qu'il peut y avoir entre une architecture moderne en train de se construire dans son propos et une architecture culturelle, vernaculaire, qui existe dans des pays, dans le monde entier. Et c'est peut-être cette espèce de parallèle qui est mis en question entre, comme ils disent en fait, entre l'Europe, qui se pensait au centre du monde, ou l'Occident, on va dire, l'Occident, parce que évidemment les États-Unis sont partis, mais l'Europe à l'époque, voir que les congrès des SIAM étaient tous en français, et Le Corbusier était vraiment un grand leader, et ces pays qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, qui eux développaient d'autres formes d'architecture. Et c'est dans cette espèce de tension entre une volonté de développer une architecture qui serait valable pour le monde entier, qui serait une architecture internationale et qui romprait justement avec les cultures de chaque pays et avec l'architecture traditionnelle. Et cette revendication identitaire et culturelle. Voilà. Et donc, il y a même, alors c'est un petit peu plus loin dans l'article, un écrivain portugais qui parle d'anthropophagie. Et donc, qui parle de la manière dont l'Occident, finalement, a une... Et d'ailleurs, il écrit, en fait, c'est Oswald de Andrade, je ne sais pas comment on dit, qui écrit « Manifeste anthropophagique » et qui montre que l'anthropophagie est entendue comme une métaphore d'un processus d'appropriation de ce qu'il nous faut chercher à l'extérieur dans le monde, de ce qui n'est pas mien. Donc il y a une forme en fait du modernisme international de dévorer et d'effacer les particularismes, la culture populaire des différents pays. Voilà. Et donc je trouve que dans cette réaction et cette conférence que Lina Bobardi donne en 1964 à Rome, où elle revient dans sa ville, et les réactions auxquelles qu'elle affronte, en fait, notamment par les étudiants, eh bien, est tout à fait intéressante et révèle bien, en fait, la manière dont les questions se posaient à l'époque. Voilà. Alors, ce cours numéro 8, je l'ai appelé « Culture populaire et avant-garde ». Et avec ce très beau dessin, alors Lina Bobardi, c'est une grande dessinatrice. Et je pense que ces dessins peuvent tout à fait vous inspirer dans la manière de représenter les projets, avec à la fois une forme de naïveté. C'est quelqu'un qui dessinait très très bien, hein. Et là, elle utilise volontairement une espèce de manière un peu accessible à tous de dessiner pour que ces dessins soient vraiment compréhensibles, notamment par les classes populaires. Alors, elle est née à Milan en 1914, elle est italienne, hein, comme vous l'aviez bien compris. Donc, j'ai mis juste quelques repères en parallèle. Donc, en 1921, Mussolini, en Italie, crée le Parti national fasciste.
Et en 1928, ça je vous l'ai déjà dit, c'est le premier congrès des SIAM qui se passe à Rome. En 1929, donc elle s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts d'abord, puis après à l'École royale d'architecture. Et elle commence à travailler en Italie. En 1940, elle s'associe avec Gio Ponti, qui est un grand architecte italien de l'époque. En 1946, elle se marie donc avec Pietro, donc elle s'appelle Lina Bo, B-O. Elle se marie avec Pietro Maria Bardi, donc après elle s'appelle Bo Bardi, qui lui est collectionneur et galeriste. Et donc ils arrivent à Rio en 1946. Alors, un projet que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai choisi de vous montrer que des projets de transformation de bâtiments existants. C'est le MASP à São Paulo, qui est un de ces projets les plus connus. Donc, qui est un bâtiment neuf de musée à São Paulo. En 1958, on lui propose de diriger le musée d'art moderne de Bahia, de Salvador de Bahia, le MAMBA. Et dans ce musée, elle décide de créer une partie destinée à l'art populaire. Et puis, elle y crée aussi un centre pour l'étude et la pratique de l'artisanat. Alors, en parallèle, en fait, 1960, c'est aussi la construction de Brasilia, donc de cette ville vraiment exemplaire en fait de l'architecture moderne et de l'urbanisme moderne. Hein. Donc vous avez certainement vu des images. Et en 64, en fait, il y a un coup d'État au Brésil, et notamment le Mamba est envahi par l'armée, et donc elle est destituée en fait et fortement critiquée. Et elle retourne à ce moment-là à São Paulo. Et elle meurt en 1992. Alors, on va regarder un certain nombre de ces projets. Justement, le centre culturel Solar do União à Salvador de Bahia, qui est... alors, Salvador de Bahia, c'est l'ancienne capitale du Brésil au XVIe siècle. Et c'est une ville dans les années 60 qui est extrêmement pauvre, très populaire. Quand Lina Bo Bardi arrive à Salvador de Bahia, ce bâtiment est menacé par la construction d'une autoroute. Et on lui propose d'aménager cet ancien bâtiment, ou en tout cas d'imaginer sa transformation. Elle décide de conserver entièrement le bâtiment pour le transformer en musée d'art moderne de Bahia, et avec ce centre de documentation sur l'art populaire et sur un centre d'études techniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, en haut, il y a l'image d'origine à l'intérieur de ce bâtiment, qui est un bâtiment très simple, en fait, une espèce d'immeuble dans Salvador de Bahia. Et elle va dégager l'intérieur pour ouvrir une très grande salle. Et elle va positionner, alors c'est une fan des escaliers, vous allez voir beaucoup d'escaliers. Et elle utilise l'escalier comme une espèce de grande sculpture centrale. Donc, elle va démolir des éléments de structure pour l'ouvrir, et notamment pour ouvrir sur la mer, ce bâtiment étant vraiment en limite de la mer. Voilà. Donc, cet escalier est absolument remarquable. Il vient occuper une grande partie de l'espace. C'est vraiment une sculpture qui met en scène et qui fait partie de l'exposition. Alors, cet escalier est en bois. Là, on le voit à nouveau. Et il est en bois en construction traditionnelle
de cette région du Brésil. Et là, j'ai mis quelques détails qui montrent que, à la fois, il y a une dimension très moderne d'ouvrir cet espace et de le rendre beaucoup plus lumineux. Et en même temps, dans ce dessin, vous voyez les assemblages de bois complètement traditionnels et extrêmement raffinés dans tous ces détails. On voit la manière dont le limon vient rejoindre le poteau, ici et ici, manière dont les marches viennent s'encastrer dans le limon. Alors là, on va regarder un autre petit projet de 75, qui n'est pas vraiment un projet de rénovation, mais qui est un projet, je trouve, assez intéressant de construction d'un paysage pour une communauté. Donc, c'est un projet de coopérative à Propria, dans une région très aride du nord-est du Brésil. Et donc, le projet est destiné à regrouper la population locale autour de services. Et donc, la manière dont Lina Bobardi propose d'intervenir, c'est qu'elle se présente un peu comme une médiatrice auprès de la communauté. Et elle va étudier leurs besoins, leurs aspirations. Et elle dessine un projet qui est autour d'une colline où elle va étudier la manière dont on peut concevoir un projet à la fois standardisé, donc avec une structure minimum, et des possibilités par la communauté de construire, de continuer eux-mêmes par l'autoconstruction des lieux d'appropriation. Et donc, elle va réaliser 400 plots circulaires en suivant les courbes de niveau de la colline, vous voyez, comme ça. Et elle va terminer par un bâtiment communautaire tout en haut, qui est un tout petit bâtiment. Et donc, on voit l'ambiance que ça donne. Donc, il y a un petit chemin qui circule au milieu de ces plots. Alors, je pense qu'une petite partie du projet a été réalisée, j'en suis pas complètement sûre, mais en tout cas, je trouve que les dessins sont magnifiques et montrent bien tout l'intérêt que Lina Bobardi avait de lien entre le site et l'architecture, la nature et la construction minérale, avec toujours ces dessins absolument magnifiques et des lieux dans lesquels finalement les habitants se trouvent bien et ont envie de s'approprier et d'habiter ces lieux de manière assez libre. Alors, ce sont des bâtiments très simples. Donc là, on voit un des cercles ici dans lesquels voilà, la communauté peut habiter comme elle le souhaite. Cette petite construction aussi dans lesquelles finalement il y a un plancher, un toit et puis dans lequel les bâtiments peuvent, les habitants peuvent continuer les constructions. Et alors ça, c'est le centre tout en haut de la colline, le centre communautaire qui est un tout petit espace assez beau, entouré
de bambou qui permet de se retrouver tous ensemble. Il y a assez peu d'informations sur ce projet, mais c'est un projet que je trouve assez passionnant dans la manière dont il investit complètement un site et il offre à une communauté un support d'appropriation et de construction de leur propre forme d'habitat. Alors, dans les années 80-85, eh bien, le régime politique change au Brésil et elle est rappelée à Salvador de Bahia pour rénover le centre historique. À l'époque, le centre historique est quasiment en ruine avec des maisons abandonnées et elle propose tout un certain nombre de reconversions de bâtiments existants. Donc une église en centre social, un ancien hall théâtre en cinéma, un ancien bâtiment en théâtre, etc. Donc on va regarder un certain nombre de ces bâtiments. Toujours ces dessins qui sont très allégoriques et qui montrent à la fois la matière, l'occupation des lieux par les gens, et puis une volumétrie et une ambiance générale qui montre aussi toujours une certaine liberté dans l'espace. Évidemment, on voit qu'avec très peu de choses, eh bien, elle organise l'espace qui peut être occupé de manière différente. Alors, dans ce bâtiment ici, qui est vraiment un petit bâtiment de Salvador de Bahia, elle va créer une espèce de centre social avec un théâtre, la maison du Bénin et un centre, une espèce de grand centre culturel avec plusieurs types d'occupations possibles. Alors, encore une fois, elle s'intéresse aux escaliers. Donc, il va y avoir, et les escaliers vont être tous différents. Donc, il y a aussi une certaine forme de pluralité de vocabulaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout figée sur un type de vocabulaire qui va être reproduit plusieurs fois, mais au contraire, à partir de la mise en scène de la structure générale, eh bien, elle va implanter plusieurs types d'escaliers qui vont permettre des variations d'ambiance, mais également de résolution technique. Donc la coupe, je trouve très intéressante. Montre à la fois la verticalité, la position des escaliers qui permet de mettre en relation les espaces les uns avec les autres. Voilà, donc là, un dessin de Lina d'un escalier et deux escaliers complètement différents, un en métal avec une structure sous-tendue, vous voyez, sous l'immonde escalier, un autre en béton,
supporté par un poteau avec des jambes de force, et un garde-corps métallique. Le contraste entre un mur préservé du bâtiment existant et le béton et le métal. Au-dessus, le mur est enduit, est lisse, est blanc. Par contre, le poteau est rugueux. Vous voyez, il y a beaucoup de matérialité, beaucoup de contraste en fait dans ces dessins. Et je pense que là aussi, il y a une volonté justement, contrairement à une architecture moderne, fonctionnaliste, qui va favoriser une architecture blanche, très pure, sans décor. Là, au contraire, cette approche plus culturaliste eh bien, passe par des expressions de matérialité très fortes et de contraste et de décor, en fait. Chaque escalier est un élément de mise en scène, de décor. Voilà. On le voit bien dans son dessin, en fait. Hein. Alors d'autres, le même escalier, vu d'un peu plus loin, on voit cette structure béton qui est rapportée à l'intérieur du bâtiment et qui est mise en scène. Donc il y a une grande liberté aussi dans la composition de l'espace à partir d'un plan qui est finalement très simple. Voilà, toujours l'escalier métal et l'escalier béton. Alors ici, j'aime bien cette photo parce qu'elle montre la verticalité et la manière dont cette structure béton vient s'imposer d'une certaine façon, en tout cas donner de la lisibilité à l'ensemble du bâtiment. Là, vous vous souvenez de la coupe, hein, la coupe sur l'ensemble du bâtiment, je peux y revenir, voilà, là celle-là, hop, voilà. Et on voit qu'on arrive à avoir des vues comme ça verticales, donc sur l'ensemble des niveaux à travers cette structure béton. Et cet escalier hélicoïdal qui vient prendre toute sa place au rez-de-chaussée, encore comme une sculpture, comme un élément un peu brutaliste, vraiment. Une manière de réinterpréter cette culture locale un peu lourde, un peu brutale, un peu épaisse. Excusez-moi. Ouais. Elle a toujours été brutaliste, Lina Bobardi, ou c'est juste pour les bâtiments comme ça qu'elle elle a été... Elle a toujours été brutaliste. Ouais, complètement. D'accord. On regarderait même dans le MASP, à San Paolo, qui est un bâtiment beaucoup plus moderniste, eh bien, en fait, il est presque suspendu par des espèces de grandes structures béton qui l'enserrent. Oui, il y a toujours une espèce de puissance dans les détails, et je pense que c'est une manière aussi de s'opposer à cette architecture blanche et pure, presque légère en fait, du mouvement moderne. Hein. Vous allez voir, tous les bâtiments que je vais vous montrer sont vraiment de cet ordre-là. Alors, un petit projet aussi dans un quartier de Salvador de Bahia, où en fait, donc là, c'est dans ce petit bout de ce petit îlot dans lesquels les bâtiments sont très intriqués les uns dans les autres.
où à l'époque les bâtiments étaient quasiment abandonnés en ruine. Et donc on lui propose de rénover et d'intervenir à un de ces bâtiments. Alors, ce qui est très intéressant, et on voit bien à travers ce plan et les traits rouges, c'est qu'elle va avoir des interventions très minimum dans chacun des bâtiments, en gardant les structures existantes et en essayant de mettre en scène à la fois les liens entre le végétal et le bâti existant. Voilà, donc on voit ce dessin-là avec le rouge, intervention de l'existant, et en dessous, le végétal, les jardins existants, et donc elle va, vous allez voir, jouer dans cette relation entre la ruine, presque, enfin oui, d'ailleurs la ruine, vous allez voir, et le végétal. Alors par exemple, il y a un lieu qui était transformé en restaurant, je crois bien que c'est celui-là, dans lequel elle construit une structure béton autour de ces arbres luxuriants. Avec le végétal et la lumière qui arrivent verticalement dans ce puits de lumière. Voilà donc le volume béton au-dessus de ce mur, en pierre existant. Voilà. Donc là aussi, ce sont des petits projets. Je pense que je ne sais pas du tout dans quel état c'est aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose, ce sont des bâtiments qui, je ne sais pas s'ils ont été rénovés, qui sont assez en mauvais état. Donc, il n'y a pas énormément d'informations sur ces projets-là. Il y avait, à ma connaissance, il y avait un restaurant, une petite salle de théâtre, quelques appartements. Voilà, c'est vraiment des toutes micro-interventions dans un petit quartier pour essayer de le faire revivre. On trouve, vous allez voir qu'on va en voir d'autres, on trouve un certain nombre d'éléments permanents qui créent toujours du contraste entre des ouvertures qui ne sont pas justement régulières, mais qui sont organiques, des matérialités fortes issues du béton qui reprennent la matérialité de la pierre, qui sont pas lisses et qui expriment une matière en soi. Le jeu, le dialogue avec le végétal dans lequel l'architecture accepte, observe le site existant et en tire parti pour mettre en scène. Donc une dimension très, d'ailleurs qu'on voit très bien dans ces dessins en fait, hein, d'une mise en scène très forte et du rôle comme ça de l'architecture, que l'architecture peut avoir dans le fait de souligner l'existant et le mettre en valeur. Voilà. Alors maintenant, on va parler de deux bâtiments
cas deux projets qu'on va approfondir un peu plus. Alors, le premier, c'est le théâtre Officina à San Paolo, qui est un ancien théâtre qui date des années 50, qui était occupé par une compagnie de théâtre avant-gardiste. À l'époque, voilà, à l'époque du progrès social, je disais, de la construction de Bahia, etc., du critique du mode de vie américain, et par des compagnies de théâtre avant-gardistes inspirées par des auteurs russes et ou allemands comme Bertolt Brecht, par exemple. Alors, j'ai pas trouvé de photos du théâtre préexistant, mais en tout cas, on l'appelait le théâtre sandwich. Et il avait il était organisé avec deux blocs de spectateurs, donc avec une scène centrale. Donc on imagine assez bien, c'est un espace très très en longueur qui fait 50 mètres de long, et donc on imagine assez bien des gradins de part et d'autre et une scène centrale. En 1966, le bâtiment est incendié, et donc il est complètement détruit. Il est reconstruit et en 1984, il est de nouveau démoli par un orage. Et c'est alors qu'en fait, il demande à Lina Bo Bardi de réfléchir à la transformation de ce théâtre avec toujours cette idée que ce soit un théâtre démocratique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le théâtre de Bertolt Brecht, mais en tout cas, c'est un théâtre qui implique beaucoup, qui souhaitait ne plus créer de différence entre le spectateur et l'acteur, et donc qui casse comme ça cette espèce de relation verticale et autoritaire entre le spectateur qui est sagement assis et l'acteur qui joue la scène. Et donc, il y a une volonté au contraire, de mêler et que le spectateur, à un moment, devienne également acteur, etc. Et donc, Lina Bo Bardi va beaucoup travailler avec cette troupe de théâtre et va imaginer quelque chose de complètement différent. Donc là, je vous mets ses premières esquisses. Donc, elle imagine, donc elle travaille avec, je l'ai mis plus loin, avec un autre architecte. Je crois que j'ai écrit son nom plus loin. Donc, il travaille à deux sur ce projet-là. Et elle imagine au début, en fait, vous voyez, le bâtiment existant est en longueur ici. Elle imagine tout simplement le couvrir avec une grande toile comme un chapiteau. Et donc, elle dessine beaucoup de représentations comme ça, d'un théâtre dans un espace naturel avec tout simplement un chapiteau. Voilà, ce sont ses premières esquisses. Et elle essaie de comprendre comment elle peut tirer parti de cette très très grande longueur, donc ce bâtiment qui fait 50 mètres de long, qui est quand même une situation tout à fait particulière. Donc voilà le bâtiment existant, donc il donne sur une rue très très bruyante, avec une autoroute qui passe au bord et un terrain juste derrière où la compagnie de théâtre s'était réfugiée en attendant la rénovation du bâtiment existant. Et là, en fait, il y a un jardin. Et en fait, l'idée qu'elle a finalement, c'est de tirer parti de cette très très grande longueur
de démolir le bâtiment sur un côté et en toiture pour l'ouvrir sur le paysage et sur le ciel. Donc voilà la situation du bâtiment qui est vraiment compris dans un quartier très dense et très populaire de São Paulo. Ça, c'est la réalisation finale. Donc là, pour vous montrer un peu l'ambiance du quartier dans lequel est situé ce bâtiment. Et voilà la manière dont elle le conçoit. Elle le conçoit à partir d'échafaudages, en fait. Donc, en fait, elle garde la structure principale, elle ouvre cette très, très grande baie vitrée en ramenant de la végétation à l'intérieur et en mettant en scène ce très bel arbre qu'on voyait là, qui est à l'extérieur, comme une espèce d'interface entre l'extérieur et l'intérieur à travers cette baie. Donc, vous voyez, c'est un échafaudage vraiment tout simple qui redessine des passerelles qui font 1,50 m de large et dans lesquelles, en fait, les spectateurs vont s'installer. Donc, il ne va plus y avoir comme ça un découpage transversal entre la scène et les gradins, mais il va y avoir une espèce d'égalité entre une très très grande scène en longueur et des spectateurs qui vont se positionner tout le long de la scène sur 4 niveaux. En fait, 3 niveaux. Je crois que les derniers niveaux, en fait, ce sont les loges. Voilà. Donc, on voit ici toute la longueur. On voit aussi que la scène, elle, enfin, donc ça, c'est le bâtiment en chantier. Ici, il y a des plantations, mais que la scène aussi joue avec ces plantations. Et donc, on a une scène surélevée ici avec des petits escaliers. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Lina Bo Bardi, c'est que ce sont des projets très économiques, en fait. Constructivement, les choses sont très simples. Les matériaux sont économiques, les modes constructifs sont simples. Mais il y a une espèce d'invention de la mise en scène de l'espace. Donc voilà ici, donc la porte est de l'autre côté. Vous voyez, l'entrée sur la rue, en fait, est de ce côté-là. Et elle a l'idée de creuser le sol. Et donc, il y a 3 mètres de différence entre l'entrée et l'extrémité. Un autre élément aussi, c'est que la toiture, donc, elle a démoli la toiture qui était déjà largement démolie, et elle en fait une toiture amovible. On est à São Paulo, hein, donc il fait très chaud, et donc la toiture a, là c'est un peu moins sobre en termes de construction. En tout cas, la toiture se glisse pour pouvoir s'ouvrir possiblement et jouer comme en plein air. Et là, on voit le petit escalier qui permet de complexifier un peu la mise en scène, entre une mise en scène au sol et une mise en scène latérale le long de cette baie vitrée.
Voilà, donc là, on est quasiment à l'extrémité de la salle. Et on voit bien cette grande baie vitrée à droite, à gauche, ces échafaudages qui permettent de contenir quand même 350 places. Alors, il y a très peu de sièges, et l'idée, justement, c'est que autant la scène est en longueur, et donc on imagine que les acteurs se déplacent d'un bout à l'autre de la scène, autant les spectateurs peuvent aussi se déplacer pour suivre les acteurs. Donc il y a une espèce de lecture et d'interprétation du programme qui est très libre et qui permet de répondre aussi à cette volonté que le public fasse vraiment partie de la scène et qu'il n'y ait plus de barrières entre les différents espaces comme dans le théâtre conventionnel. C'est vraiment l'antithèse du théâtre à l'italienne. Et puis la manière dont les éléments, l'atmosphère tropicale brésilienne s'intègre complètement dans le projet avec ses palmiers et toute cette poésie en fait qui est amenée avec finalement très peu d'effets architecturaux. Alors, on va regarder encore. Alors ça, donc, c'est la toiture amovible. L'ouverture de la toiture, on imagine un spectacle vraiment comme en plein air. Une manière de répondre aussi au fait que la troupe se produisait à l'extérieur, en plein air, pendant la rénovation du théâtre. Vous voyez les assemblages très simples des échafaudages. Voilà encore les échafaudages avec quelques sièges le long des galeries, mais aussi la possibilité de se déplacer. L'escalier en échafaudage également, vraiment tout simple. Le mur en briques récupéré de l'existant qui est tout simplement mis en scène par contraste avec la structure métallique rajoutée. Alors voilà la coupe. On va rester un petit peu sur la coupe. Je vais regarder là. Oui. Donc l'entrée ici sur la rue, la pente qui descend 3 mètres jusqu'au bout de la Seine. Ici, les 1, 2, 3 niveaux de gradins, enfin, d'une certaine façon, des spectateurs. Et ici, en fait, ah oui, ici et là, voilà, c'est ça, ici et là, en fait, les loges. Donc, il y a bien 1, 2, 3, 4 niveaux de spectateurs. Enfin, 4 là et 3 ici. Et donc, c'est vraiment cette notion de rue, comme si on jouait dans la rue, qui conduit toute cette idée du projet et qui influe, voyez, sur la manière de jouer cette manière qui influe sur le programme, en fait, hein, sur cette idée de théâtre démocratique. Voilà, donc ça, c'est la coupe transversale.
le plan est extrêmement simple, hein, le plan du rez-de-chaussée. Donc, on a ici les guichets, etc. Des petits escaliers qui sont vraiment ici pour les artistes, pour accéder aux loges. Et des grands escaliers ici pour technique ou je sais pas. Et ici, des escaliers pour les spectateurs. Voilà, donc on voit les loges au dernier étage ici. Et voilà un spectacle en cours. On voit que tout l'espace est complètement envahi par à la fois... ah oui, parce qu'il y a aussi là, il y a des spectateurs de l'autre côté également, envahis à la fois par les comédiens et par les spectateurs, sans limite entre les deux. Alors, je vais avancer un peu plus vite. Alors, un autre projet tout à fait intéressant, encore à São Paulo, qui est le CES Pompeii, dans un quartier très pauvre de São Paulo, et qui est une ancienne usine métallurgique. Alors, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Voilà, enfin bref. Donc, l'ancienne usine métallurgique ici, et ça, c'est l'extension que Lina Bo Bardi va dessiner. L'ancienne usine était destinée à être démolie, et donc, lorsque Lina Bo Bardi visite les lieux, eh bien, elle découvre une structure magnifique, une structure d'ailleurs qui a été dessinée par un Français qui s'appelle Henbick, un ingénieur français. Et elle découvre un lieu qui... la commande, en fait, était de créer un centre sportif et culturel pour ce quartier très populaire. Et donc, elle découvre que l'espace est déjà occupé par des voisins qui rentrent plus ou moins comme ça, autorisés, et qui ont commencé à développer des activités. Et donc, son objectif, c'est de dire que il faut vraiment continuer, préserver cette vie dans ce lieu et surtout ne pas démolir les bâtiments qu'elle trouve absolument magnifiques. En plus, dans une des contraintes ici, là, c'est que le site est traversé par une rivière souterraine, et donc il y a une partie du site qui est inconstructible. Et donc le projet de Lina Bo Bardi va consister à rénover les bâtiments existants, qui sont très importants, vous allez voir, et à construire 2 tours qui vont l'une contenir les vestiaires et l'autre contenir les salles de sport. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de salles de sport. Et des passerelles qui vont traverser cet espace. C'est 25 mètres d'espace inconstructible. Et puis, elle va construire une 3e tour qui ressemble un peu à une cheminée, mais qui est en réalité un espace, qui est en réalité un objet, une espèce de grande sculpture qui fait 70 mètres de haut et qui est censée être un signal à l'échelle de la grande métropole pour signaler cet équipement nouveau. Donc, on voit dans cette photo le contraste entre ces constructions de béton, ces ouvertures organiques et l'usine existante en briques. Là aussi, des contrastes de texture
dans les jeux de briques qui sont soulignés et dans les éléments de béton qui sont rajoutés à l'intérieur. Alors voilà le bâtiment vu d'avion. On voit la grande usine. Alors on rentre par ici, donc là, là on rentre là. Il y a une très très grande rue qui traverse toute cette usine, hein, mais qui était la rue d'accès des ouvriers. Ici, on a la rivière souterraine, donc espace inconstructible. Et là, les deux tours, la tour des équipements sportifs et la tour des vestiaires. Et ici, l'espèce de grand signal, un peu cheminée béton. Donc voilà cette rue au-dessus de la rivière souterraine. Voilà la rue principale qui traverse l'usine métallurgique. Dans lequel voilà, le sol est conservé, il y a juste des éléments, enfin, des interventions vraiment très simples. Des percements et des jeux de métal qui viennent apporter une nouvelle matière ou rajouter de la matérialité à la brique avec des formes géométriques. Ici, une très belle photo de jonction entre la partie neuve et la partie ancienne, où on voit bien toujours cette expression brutaliste de la matière qui joue un rôle très important. Alors, à l'intérieur de la halle, bon, il y a beaucoup d'activités, il y a un théâtre, il y a des salles de lecture, donc là c'est vraiment l'espace du centre culturel, toujours très très populaire, hein, donc ouvert à tous en permanence, donc c'est un lieu où les gens viennent juste se promener, où les enfants jouent, où il y a des lieux de lecture, des lieux de toutes sortes d'activités. Alors, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais Lina Bo Bardi a aussi beaucoup dessiné des meubles, et là on va en voir plusieurs. Et des meubles qui, toujours issus de cette tradition populaire de meubles artisanaux avec des matériaux massifs assez épais, comme ces bancs par exemple. Donc à l'intérieur, donc on a cette structure de Hennebiek là, en béton très belle qui est mise en valeur. Et puis des nouveaux éléments de béton rajoutés. Là, ce sont des meubles dessinés par Lina Bo Bardi. Vous voyez, des espèces de sièges un peu fauteuils, assez confortables, mais en même temps assez massifs et robustes. Vous voyez, toujours le côté brutaliste hein, quand même qui existe dans son architecture. Alors le théâtre, qui vient s'implanter dans la halle existante, dans la halle rénovée. Je crois que je n'ai pas de photo du théâtre réalisé, mais je trouve que ce dessin est magnifique parce qu'il montre à la fois le côté massif comme ça, des gradins, et puis avec ces espèces de sculptures, comme ces baffles acoustiques là, qui flottent.
Ces contrastes entre la structure métallique, le mur en briques, l'escalier béton assez massif à l'entrée côté rue. Alors, l'eau, en fait, qui est complètement artificielle hein, ici, l'idée d'une espèce de paysage, mais toujours dans cette idée, en fait, de faire rentrer la nature dans l'architecture. Donc ici, elle joue avec l'eau. Qui crée cette ambiance dans ce grand espace ouvert qui est là inoccupé, mais je peux vous dire, moi j'y suis allée, ça grouillait de monde dans tous les sens. Voilà, des petites tables de jeu, vous voyez, avec les chaises dessinées par Lina Bobardi, avec juste des encastrements comme ça, assez bruts, très bruts d'ailleurs, assez carrément bruts. Le jeu de l'eau ici, le long de la rue principale. Et puis ces deux tours qui contrastent avec le rouge de la brique et de la tuile, la terre cuite. Les passerelles, donc là, il y a extrêmement photogénique, hein, là, il y a beaucoup de photos de cette succession de passerelles qui ont toutes des angles différents, etc. Donc qui crée une mise en scène très forte. Voilà. D'autant plus que on est à São Paulo, donc il y a des tours absolument partout dans l'environnement. Depuis le dernier niveau, eh bien, on a la vue sur cette métropole moderne. Les fenêtres aussi, les ouvertures donc très organiques avec des volets par soleil qui eux sont au contraire très tramés et orthogonaux. Donc à la fois une architecture très brutaliste mais avec des détails très poétiques, très sensibles. Alors voilà le plan. Alors on reprend, donc on rentre par ici. On a ici la rue principale qui traverse la grande usine métallurgique, qui va jusque-là. Ici, la rivière souterraine, et là, les vestiaires et les espaces de sport. Et la halle métallique est transformée en des espaces de lecture, ici, la rivière, une espèce de paysage de lac artificiel ici, le théâtre. Voilà, et là, des petites salles d'activités. Enfin, tout ça étant très peu contraint et laissant aussi une appropriation forte par les gens, en fait, hein, et par différents types d'activités. Voilà, donc je vous laisse 5 minutes, c'est presque fini, pour dessiner ce plan hein, qui est simple. Et là, on voit bien cette géométrie de passerelle là, entre ces deux blocs tout simples, ces deux tours. Et puis la cheminée ici, qui est la cheminée qui est un réservoir d'eau en fait, hein, qui est un château d'eau.
Ah oui, alors cette petite coupe, j'aurais pu la mettre avant, cette petite coupe de Lina Bobardi, euh, qui est très belle et qui montre euh, la coupe sur les sheds industriels et cette liberté qu'elle cherchait à avoir entre des usages très organiques, libres, presque des extérieurs à l'intérieur de cette halle. C'est pas du tout comme ça que ça a été réalisé, hein, mais les premières esquisses sont intéressantes parce qu'elles montrent bien cette volonté derrière marqué landscape, de créer un paysage. Et même si ça n'a pas été réalisé comme ça, et on a vraiment le sentiment d'un paysage quand on rentre dans ces halles. La coupe, voilà, la coupe existante, rien d'exceptionnel. Voilà, exceptionnel. On voit que constructivement, c'est très simple. Même les structures des deux tours, voilà, sont des planchers. Donc là, il y a un double étage par rapport aux salles de sport. Des planchers béton, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis, je termine par cette image qui montre en fait cette espèce de métaphore de la rivière qui devient un espace de loisirs et de plage le long entre le bâtiment existant et ces deux tours nouvelles. Voilà, formidable, je termine pile 13 heures. C'est fini. Est-ce que vous avez des... Je crois que c'était la dernière. Ah non, c'est pas la dernière diapo. Ah oui, non, j'avais encore un projet. Bon, je vous le passe très rapidement. Je ne sais plus que j'avais mis ça. En fait, c'est la maison, c'est sa maison, la maison de Lina Bobardi, qu'elle a d'ailleurs construit dans les années 60. Premier projet qu'elle a réalisé quand elle est arrivée au Brésil, donc qui est à São Paulo, et qui est complètement au milieu des arbres. Donc c'était un projet très moderniste, vous voyez, presque pilotis, dalles béton, totalement vitré, etc. Voilà, donc je vous montre à l'intérieur. Et c'est quand même un bâtiment qui est complètement conçu. Évidemment, à l'origine, il est assez, il est peu envahi par la végétation, mais il est conçu pour être complètement envahi par la végétation. Et notamment, il tourne autour d'un patio avec au milieu duquel, en fait, il y a un arbre. On y rentre par un escalier au milieu du jardin, sous les pilotis. 1951, d'ailleurs, 1951. Et alors, la maison est organisée en deux parties. Donc, il y a une partie, un bloc fonctionnel avec des chambres, bon, les chambres du personnel, etc. Et puis, cette grande salle avec ce patio et cet arbre au milieu. Cet escalier qui arrive de dessous des pilotis. Et donc, il y a vraiment les espaces servants autour également d'une cour et les espaces, ce magnifique espace servi de grands séjours dans la nature.
Et la coupe, en fait, est vraiment toute simple, avec un petit toit en pente. La partie espace servant, espace servi, la partie vraiment salle séjour et la partie chambre, personnel, cuisine, etc. Voilà. Et donc, ce qui est devenu la maison aujourd'hui, donc il y a quelques petits films YouTube assez intéressants qui permettent de se balader dans la maison et de la découvrir. Voilà. Et puis une bibliographie, parce que là, je ne me suis pas appuyée sur... en fait, elle a écrit des textes, mais elle a écrit, à ma connaissance, assez peu de livres. Et donc, par contre, il y a beaucoup de livres qui la concernent. Et puis, je vous ai mis là aussi la référence d'une bibliothèque, je ne sais pas si vous le connaissez, en fait, la Z Bibliothèque, qui est une bibliothèque en ligne dans laquelle vous avez énormément de livres à disposition que vous pouvez charger en PDF. Voilà, et tous ceux que j'ai mis là, en fait, on peut les trouver en PDF sur ce site. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. À moins que vous ayez des questions? Non. Pas de questions. Non, merci. Bon, bah écoutez, bon appétit alors. Moi aussi. Merci.